Mes parents ont préféré une croisière avec ma sœur à ma remise de diplôme de médecine. Ma mère m'a texté, ce n'est pas comme si tu étais déjà docteur. Devant 10 000 personnes, l'oratrice a raconté mon histoire. Mon téléphone a explosé d'appels. Mon nom est Clémentine. J'ai 28 ans. Le jour même où j'ai obtenu mon diplôme de l'une des écoles de médecine les plus prestigieuses du pays, j'étais assise dans un stade immense, entourée de 10 000 parents acclamants, tenant un SMS de ma mère qui a glacé mon sang. J'ai regardé l'océan massif de familles fières tenant des bouquets de fleurs et affichant des pancartes colorées, et j'ai localisé mes 4 sièges VIP attitrés au premier rang. Ils étaient complètement vides. Mes parents, Damien et Viviane, avaient décidé de manquer ma cérémonie de remise de TOC. Ils ne l'ont pas manqué à cause d'une urgence médicale ou d'un vol annulé. Ils ont délibérément manqué ma remise de diplôme de médecine pour emmener ma petite sœur, Théa, faire une croisière de luxe dans les Caraïbes afin de célébrer ses 10 000 abonnés sur sa page de médias sociaux de style de vie. Alors que j'étais assise là, suffoquant dans ma lourde toge de velours, essuyant les larmes d'humiliation absolue, et écoutant les acclamations assourdissantes d'étrangers, mon téléphone a vibré avec un message envoyé depuis l'internet premium du bateau de croisière. Il disait, « Amuse-toi bien aujourd'hui, Clémentine. Nous buvons des margaritas au bord de la piscine. Ne sois pas trop dramatique à propos de notre absence à la cérémonie. Ce n'est pas comme si tu étais vraiment médecin pour l'instant, de toute façon, puisque tu as encore ton internat. » J'ai cru que j'allais avaler tranquillement cette insulte, tout comme j'avais avalé toutes les autres insultes au cours des 28 dernières années. J'ai cru que ma famille allait encore une fois réussir à effacer mon existence. Mais ensuite, la conférencière principale est montée sur l'estrade. Elle s'appelait Dr. Caroline Dubois, une chirurgienne pédiatrique de renommée mondiale et une femme qui ne tolérait absolument pas les imbéciles. Elle a regardé les 10 000 personnes dans la foule du stade. Elle a regardé directement les caméras diffusant le direct officiel à des milliers d'autres en ligne. Elle a lentement plié son discours préparé, s'est penchée vers le microphone, et a fait quelque chose qui a fait imploser violemment et publiquement toute la fausse réalité de ma famille. Elle les a interpellés par leur nom complet lors d'une diffusion en direct. En 30 secondes, mon téléphone a commencé à exploser avec des appels paniqués de la famille. Avant de vous dire exactement ce que le docteur Dubois a dit à cette foule immense et comment cela a détruit de façon permanente la position sociale de mes parents, veuillez prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Mais seulement si vous aimez sincèrement les histoires de familles toxiques qui reçoivent exactement le karma public qu'elles méritent. De plus, laissez un commentaire maintenant et dites-moi d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans la banlieue aisée de Lyon pour vous montrer exactement comment ce cauchemar a commencé. En grandissant dans une banlieue riche et très soignée de Lyon, ma famille fonctionnait selon un système de points très strict et entièrement tacite. Mon père, Damien, était un consultant d'entreprise de haut niveau qui considérait notre famille exactement comme un portefeuille d'actions. Il n'investissait du temps et de l'affection que dans les actifs qui rapportaient le plus publiquement. Ma mère, Viviane, était une femme entièrement consumée par la politique brutale de notre association de quartier local et de son club de golf exclusif. Pour eux, l'apparence était la seule monnaie qui comptait réellement. Et trônant confortablement au sommet de leur système de valeurs tordues se trouvait ma petite sœur, Théa. Théa était exactement le genre de fille que mes parents voulaient montrer. Elle avait des cheveux blonds parfaits, un charisme de pom-pom girl bruyant et pétillant, et une soif d'attention sans fin. Elle n'était pas particulièrement intelligente et manquait de véritable éthique de travail. Mais dans ma maison, c'était des détails mineurs. Tout ce que Théa faisait était traité comme un exploit monumental de niveau olympique. Moi, en revanche, j'étais traité comme une erreur administrative ennuyeuse. J'étais calme, profondément académique et entièrement désintéressé de la lutte sociale superficielle dont ma mère était obsédée. Je veux vous donner un exemple précis pour que vous compreniez vraiment l'environnement dans lequel j'étais piégé. Quand j'avais 16 ans et que Théa en avait 14, elle a participé au spectacle de talent du collège local. Elle a interprété une routine vocale pop très chorégraphiée et légèrement fausse. Elle a remporté la 3e place, pas la première, la 3e. Quand ils ont annoncé son nom, mon père s'est levé au milieu de l'auditorium bondé et a applaudi si fort que son visage est devenu rouge. Le soir suivant, il a réservé toute la salle arrière d'un restaurant italien coûteux en centre-ville juste pour célébrer son ruban de bronze. Il a invité 2 douzaines d'amis de la famille, a acheté un énorme gâteau personnalisé avec son visage imprimé en glaçage,
et a fait un toast de 5 minutes sur la façon dont Théa était destinée à une célébrité absolue. J'étais assise au bout de cette longue table, mangeant silencieusement mes pâtes, complètement ignorée par tout le monde. Exactement 2 ans plus tard, ce fut mon tour de réaliser quelque chose. J'avais mis toute mon énergie dans mes études. Je savais que l'éducation était ma seule issue viable face à leur favoritisme étouffant. J'ai obtenu mon diplôme de notre lycée très compétitif en tant que major de promotion incontesté. J'avais une moyenne générale parfaite, des résultats de tests sans faille, et j'avais obtenu une bourse d'études académiques complète pour mon diplôme de premier cycle. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, je me suis tenu au podium devant 2000 personnes et j'ai prononcé le discours du major de promotion. J'ai parlé de résilience, de travail acharné et de regard vers l'avenir. Lorsque la cérémonie s'est terminée, j'ai quitté le terrain de football, serrant mon diplôme, espérant désespérément que mes parents me regarderaient enfin avec la même fierté qu'ils réservaient à Théa. Je les ai trouvés près des gradins. Mon père vérifiait ses emails professionnels sur son téléphone. Ma mère ajustait ses lunettes de soleil de créateur coûteuses. Quand je me suis approché d'eux, ma mère ne m'a pas fait de câlin. Elle n'a pas dit félicitations. Elle a juste soupiré lourdement et a dit, « Clémentine, ton discours était incroyablement long. Tu as utilisé tant de mots compliqués que cela a honnêtement ennuyé les gens. La prochaine fois, essaie d'être un peu plus divertissante comme ta sœur. » Théa, qui avait à peine réussi son cours de mathématiques de 2e année, a juste souri et m'a tapoté l'épaule avec condescendance. Ils ne m'ont pas emmené dans un restaurant italien coûteux. Nous sommes rentrés à la maison en silence complet et j'ai mangé du poulet froid resté au réfrigérateur pour le dîner pendant qu'ils regardaient la télévision dans le salon. Cette nuit-là, assise seule dans ma chambre sombre, j'ai fait un vœu silencieux. J'ai réalisé que me faire petite pour qu'ils soient à l'aise ne gagnerait jamais leur amour. Alors, j'ai décidé de faire exactement le contraire. J'ai décidé de viser si haut qu'ils seraient absolument forcés de reconnaître mon existence. Je voulais devenir chirurgienne pédiatrique. Je me suis plongé dans mes études prémédicales de premier cycle avec un niveau de dévouement qui frôlait l'obsession pure. J'ai fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants local. J'ai rejoint des laboratoires de recherche épuisants. Et j'ai passé mes week-ends à mémoriser de lourds manuels de chimie organique. Pendant que je faisais des nuits blanches à la bibliothèque universitaire, Théa a abandonné son collège communautaire local après un seul semestre. Elle a annoncé que l'éducation traditionnelle bloquait son énergie créative et qu'elle allait devenir une influenceuse de style de vie sur les médias sociaux. Mes parents ont complètement soutenu son délire. Ils lui ont acheté des milliers d'euros d'équipements de caméras professionnelles, d'anneaux d'éclairage professionnel et de vêtements de créateurs juste pour qu'elle puisse se prendre en photo buvant du café glacé dans des cafés coûteux. Ils ont financé toute son existence, payant son loyer et son assurance auto pendant que je travaillais un emploi à temps partiel épuisant dans un café du campus juste pour payer mes frais de laboratoire de biologie de base. Je me suis convaincu qu'entrer dans une école de médecine prestigieuse serait la preuve ultime et incontestable de ma valeur. Je pensais que c'était la seule réussite qu'ils ne pourraient pas ignorer ou minimiser. J'ai survécu au goulot d'étranglement brutal de l'examen d'admission en faculté de médecine et aux voyages épuisants des circuits d'entretien médicaux. Enfin, un mardi après-midi pluvieux au début du printemps, j'ai reçu un email d'un des 5 meilleurs programmes médicaux du pays. C'était une lettre d'acceptation officielle. J'étais si incroyablement heureuse. Je suis tombée à genoux dans mon petit appartement hors campus et j'ai pleuré des larmes de joie pure. Toutes les nuits blanches et tous les sacrifices avaient finalement porté leurs fruits. J'ai immédiatement imprimé la lettre sur du joli papier épais. J'ai acheté une bonne bouteille de vin avec les 20 derniers euros de mon compte courant et j'ai conduit directement chez mes parents pour le dîner du dimanche. J'ai franchi la porte d'entrée, sentant le rôti que ma mère cuisinait dans la cuisine. Je me sentais comme si j'avais enfin conquis le monde. Je pensais que j'allais enfin vivre la célébration familiale que j'attendais depuis 22 ans. Je pensais qu'ils allaient enfin me regarder et voir quelqu'un de précieux. J'ai attendu que nous soyons tous assis à la table à manger en acajou. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je tendais la lettre d'acceptation immaculée à mon père, m'attendant à un immense câlin et à un toast fier. Mais au lieu de faire la fête, mes parents ont mis en œuvre une trahison financière si incroyablement profonde et si absolument dévastatrice qu'elle a failli détruire tout mon avenir avant même qu'il ne commence. J'étais assise à la table à manger en acajou, mon cœur battant contre mes côtes, attendant le moment parfait. La maison sentait le rôti de bœuf coûteux et le vin rouge. Mon père, Damien, était assis en bout de table,
coupant sa viande avec des mouvements précis et agressifs d'un homme habitué à disséquer des concurrents d'entreprise. Ma mère, Viviane, bavardait au sujet d'une femme de son club de golf qui avait porté la mauvaise nuance de blanc à un déjeuner de charité. Théa ignorait complètement la conversation, tapant agressivement sur son téléphone, soupirant bruyamment de temps en temps pour s'assurer que tout le monde sache à quel point elle était occupée et importante. Lorsque les assiettes du dîner ont finalement été débarrassées, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier crème. À l'intérieur se trouvait la lettre d'acceptation officielle pour l'une des écoles de médecine les plus élitistes du pays, ainsi que le dossier d'aide financière standard. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes mains tremblantes, et j'ai glissé le dossier directement sur le bois poli jusqu'à ce qu'il repose juste à côté du verre de vin de mon père. Les études de médecine aux États-Unis sont notoirement chères. C'est une montagne financière presque impossible à gravir sans aide significative. Même avec les bourses académiques partielles que j'avais négociées avec acharnement, les frais de scolarité restants, les frais de laboratoire et les dépenses de subsistance de base nécessitaient des prêts d'études supérieures substantiels. Comme j'avais 22 ans et que j'avais passé toute ma vie adulte comme étudiante à temps plein, travaillant à des emplois au salaire minimum juste pour survivre, je n'avais pas l'historique de crédit établi nécessaire pour obtenir ces prêts massifs entièrement par moi-même. J'avais besoin d'un cosignataire parental. Je veux être absolument clair. Je ne demandais pas d'argent à mes parents. Je ne leur demandais pas de vider leurs économies pour payer mes frais de scolarité. Je leur demandais simplement d'attacher leur excellent score de crédit, bien gardé, à ma demande afin que je puisse légalement obtenir le financement dont j'avais besoin. Mon père a regardé le dossier. Il ne l'a pas ouvert. Il ne l'a même pas touché. Il a juste fixé le logo en relief de l'école de médecine sur la couverture, son expression complètement illisible. Puis il a pris sa serviette en lin, s'est essuyé lentement la bouche et m'a regardé avec des yeux froids et calculateurs. « Qu'est-ce que c'est exactement, Clémentine ?» a-t-il demandé, sa voix entièrement dépourvue de chaleur. « C'est ma lettre d'acceptation à l'école de médecine », ai-je dit, un sourire immense et sincère éclairant mon visage malgré mon anxiété. J'ai été accepté. Je vais devenir chirurgienne pédiatrique et les formulaires derrière la lettre sont justes pour les prêts d'études supérieures fédéraux et privés. J'ai juste besoin que vous les co-signiez pour que la banque libère les fonds avant le début du semestre d'automne. Pendant un moment, la pièce fut complètement silencieuse. J'ai attendu le sourire. J'ai attendu que ma mère allaite de joie. J'ai attendu que mon père se lève et me dise à quel point il était fier que sa fille ait accompli quelque chose d'aussi monumental. Au lieu de cela, mon père a délibérément repoussé le dossier sur la table avec son index. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté juste devant moi, entièrement non ouvert. Nous ne pouvons pas assumer ce genre de responsabilité financière, Clémentine, a-t-il dit calmement, me parlant comme si j'étais une employée subalterne présentant une mauvaise campagne marketing. Ta mère et moi avons passé les dernières semaines à examiner notre portefeuille financier, et co-signer un prêt de cette ampleur est tout simplement trop risqué pour nous en ce moment. Tu vas devoir reporter ton inscription de quelques années jusqu'à ce que tu puisses te le permettre toi-même, ou tu dois trouver une voie professionnelle beaucoup moins chère. Je l'ai regardé, mon cerveau totalement incapable de comprendre ce qu'il disait. Risque ? J'ai répété, ma voix se brisant. Papa, ce n'est pas un risque. Je vais devenir médecin. Je rembourserai chaque centime de ces prêts moi-même dès que j'aurai terminé mon internat. J'ai juste besoin de ta signature pour passer la porte. Si je n'obtiens pas ce financement d'ici le mois prochain, je perds ma place dans le programme. Je perds tout ce pour quoi j'ai travaillé au cours des 4 dernières années. Ma mère a soupiré lourdement, faisant tournoyer son verre de vin. Ne lève pas la voix contre ton père, Clémentine, m'a-t-elle réprimandé, son ton dégoulinant d'agacement. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. Tu ne penses qu'à toi et à tes petits projets scolaires coûteux. Tu dois comprendre que cette famille a d'autres priorités en ce moment. J'ai regardé ma mère avec une incrédulité absolue. D'autres priorités ? J'ai fait écho. Qu'est-ce qui pourrait être une priorité plus élevée que ta fille admise dans l'une des meilleures écoles de médecine du pays ? Théa a finalement levé les yeux de son téléphone. Elle m'a offert un sourire brillant et profondément condescendant. Eh bien, puisque tu demandes, a-t-elle gazouillé, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Je lance officiellement ma nouvelle boutique de style de vie et de bien-être en ligne le mois prochain. Ce sera une immense marque de style de vie. Je vais vendre des articles ménagers esthétiques et des suppléments de bien-être à mes abonnés,
et maman et papa sont les principaux investisseurs. Mon père a hoché la tête fièrement, gonflant la poitrine. C'est exact, a-t-il déclaré. Nous avons décidé de liquider certains de nos actifs pour donner à ta sœur les 50 000 € de capital de démarrage dont elle a besoin pour lancer correctement sa marque. Démarrer une entreprise nécessite un capital initial important, Clémentine. Nous installons Théa pour un succès entrepreneurial à long terme. Par conséquent, notre crédit et notre argent sont entièrement liés. Nous ne pouvons pas t'aider. J'étais complètement figé sur ma chaise. L'air dans la salle à manger est soudain devenu incroyablement mince. Je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé les trois assis là, si incroyablement suffisants, si entièrement convaincus de leur propre logique tordue. Ils étaient littéralement prêts à donner à ma sœur 50 000 € en argent comptant pour une boutique de vanité vouée à l'échec qu'elle abandonnerait inévitablement dans 6 mois. Mais ils ont absolument refusé de simplement signer leur nom sur un morceau de papier pour garantir mon diplôme de médecine. Ils étaient prêts à financer ces illusions, mais ils considéraient mon véritable génie tangible comme une responsabilité financière. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de contrôle. C'était pour s'assurer que je ne surpasserais jamais leur enfant d'or. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai lentement ramassé le dossier crème, l'ai remis dans mon sac et me suis levé de table. Je comprends, ai-je dit doucement. Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles, entièrement creuse et complètement morte. Je comprends exactement quelle est ma place dans cette famille. J'ai quitté leur maison ce dimanche soir et j'ai su avec une certitude absolue que j'étais entièrement seul. Je n'avais aucun filet de sécurité. Je n'avais aucun soutien familial. Si je voulais devenir chirurgienne, j'allais devoir traverser un enfer absolu pour y arriver. Le lendemain matin, je suis allé au bureau de l'aide financière et j'ai fait ce que des milliers d'étudiants désespérés et sans soutien sont forcés de faire chaque année. J'ai demandé des prêts étudiants privés prédateurs à taux d'intérêt élevés qui ne nécessitaient pas de co-signataires. Les taux d'intérêt étaient absolument astronomiques. J'étais pratiquement en train de signer tout mon avenir financier aux banques. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de cette place dans le programme de médecine. Mais les prêts ne couvraient que mes frais de scolarité. Ils ne couvraient pas mon loyer, mes manuels de médecine coûteux, mon équipement de laboratoire ou mes courses. J'avais besoin d'une source de revenus massive que je pourrais gérer autour de mon horaire éreintant de faculté de médecine. Alors, j'ai postulé pour un emploi d'ambulancière urgentiste de nuit. Pendant les 2 premières années de médecine, ma vie est devenue un cauchemar brutal et impitoyable d'endurance pure. Alors que mes camarades de classe riches passaient leur week-end à faire du ski à Chamonix et à étudier dans des lofts hors campus coûteux payés par leurs parents, je vivais dans un état d'épuisement agonisant constant. Mon réveil sonnait à 6 heures du matin. Je suivais des cours de médecine intenses, des laboratoires d'anatomie et des simulations cliniques jusqu'à 17 heures. Ensuite, je me précipitais vers mon petit appartement exigu, dormais exactement 3 heures, et me réveillais à 20h30 pour enfiler mon uniforme d'ambulancier lourd bleu marine et mes bottes à embout d'acier. Je travaillais le quart d'ambulance de nuit de 21h à 5h du matin. J'ai vu les pires coins de la ville. Pendant ces quarts de nuit, j'ai traité des accidents de voiture horribles, des traumatismes violents et des urgences médicales déchirantes. Mon uniforme sentait constamment l'antiseptique hospitalier âcre, le café rassis et la sueur. Pendant les rares heures calmes de la nuit où la radio était silencieuse, je m'asseyais à l'arrière de l'ambulance glacée sous les lumières fluorescentes vacillantes, feuilletant frénétiquement mes fiches de chimie organique et d'anatomie avancée. Je survivais grâce au café des distributeurs automatiques et à l'adrénaline désespérée. J'ai perdu du poids. J'avais des cernes violets foncés permanents sous les yeux. J'étais entièrement aliéné de mes pairs de médecine parce que je n'avais jamais le temps ou l'argent pour socialiser avec eux. J'étais un fantôme hantant les amphithéâtres de jour et les rues de la ville de nuit. Le prix physique et mental était absolument dévastateur. Je poussais mon corps au-delà de ses limites naturelles, et je savais que j'étais dangereusement proche de l'épuisement total. Je me tenais parfois sous la douche après un quart de nuit, laissant l'eau chaude laver la crasse de ma peau, et je pleurais sous le poids écrasant de l'épuisement. Mais chaque fois que je pensais abandonner, chaque fois que je pensais appeler mon père et admettre ma défaite, je me souvenais de son visage suffisant à la table à manger. Je me souvenais de Théa se vantant de sa boutique à 50 000 €. Et cette rage me nourrissait pour un autre jour. Le point de rupture est finalement arrivé pendant l'hiver de ma 2e année.
Il était 4 heures du matin un mardi brutal. Mon ambulance venait de déposer un patient gravement traumatisé dans le plus grand hôpital universitaire de la région. J'étais complètement couverte de sueur. Mes mains tremblaient à cause d'un crash d'adrénaline et j'avais un examen massif de pharmacologie dans exactement 4 heures. Je me suis précipité dans la salle de pause des traumatismes chirurgicaux de l'hôpital, un endroit calme habituellement réservé aux médecins titulaires. J'avais juste besoin de 10 minutes de silence. Je me suis assise à une petite table, j'ai ouvert mon gros manuel de pharmacologie et j'ai essayé de forcer mes yeux flous à se concentrer sur les voies cellulaires, mais mon corps a simplement cédé. Ma tête est tombée en avant, reposant entièrement sur le manuel ouvert, et je me suis instantanément endormi d'un sommeil profond et épuisé. Je ne sais pas combien de temps j'ai été absente, mais je me suis réveillé avec un sursaut aigu, sentant la présence lourde et distincte de quelqu'un debout juste au-dessus de moi. J'ai frotté mes yeux, paniqué à l'idée d'être sur le point d'être renvoyé ou réprimandé pour avoir dormi dans une zone restreinte. J'ai levé les yeux et mon sang s'est figé dans mes veines. Debout de l'autre côté de la petite table de la salle de pause, tenant une tasse de café noir fumante et me regardant avec une expression de surveillance intense et terrifiante, se trouvait la figure la plus intimidante de tout l'hôpital. C'était un moment qui allait entièrement modifier la trajectoire de ma carrière et me présenter à la famille que je méritais réellement. J'ai regardé dans les yeux du docteur. Caroline Dubois. Si vous ne savez pas qui est le docteur Dubois, vous devez comprendre qu'elle était une légende absolue dans la communauté médicale. Elle était la chef de la chirurgie pédiatrique de l'hôpital. Une femme qui a littéralement écrit les manuels que nous étudions. Et elle possédait une réputation d'être brillamment terrifiante. Elle ne tolérait pas l'incompétence. Elle renvoyait les internes pour être en retard de 5 minutes. Elle était intimidante, exigeante et commandait un respect absolu de la part de chaque personne qui traversait les couloirs de l'hôpital. Et elle me regardait actuellement pendant que je bavais sur un manuel de pharmacologie dans une salle de pause restreinte à 4 heures du matin. J'ai sauté de la chaise si vite que j'ai failli renverser la petite table. Mon cœur battait dans ma gorge. J'ai frénétiquement essayé de lisser mon uniforme d'ambulancier froissé, absolument certaine que ma carrière médicale était complètement terminée avant même d'avoir commencé. Je suis tellement désolé, docteur Dubois, ai-je bégayé, ma voix tremblante. Je viens de terminer un transport traumatique et j'avais un examen dans quelques heures. J'avais juste besoin de m'asseoir une seconde. Je pars tout de suite. Le docteur Dubois n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas crié. Elle a juste lentement baissé sa tasse de café et a regardé le gros livre ouvert sur la table. Elle a pointé un doigt parfaitement manucuré sur la page sur laquelle je dormais. Expliquer la voie cellulaire exacte et le mécanisme d'action d'un antagoniste des récepteurs bêta-1 adrénergiques dans le contexte d'un patient pédiatrique souffrant de tachycardie. Elle a commandé, sa voix nette et complètement sérieuse. Mon cerveau s'est complètement bloqué pendant une fraction de seconde, paralysé par la peur. Mais ensuite, les milliers d'heures que j'avais passées à étudier dans l'arrière glacé de l'ambulance ont pris le dessus. L'adrénaline a forcé mon esprit à se concentrer totalement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai récité la voix sans faute. J'ai détaillé la liaison compétitive, la réduction de l'adénosine monophosphate cyclique intracellulaire, la diminution de l'afflux d'ion calcium, et l'effet chronotrope négatif ultime sur le muscle cardiaque. J'ai parlé pendant 2 bonnes minutes sans m'arrêter, ma voix devenant plus stable à chaque mot. Quand j'ai eu fini, la petite salle de pause était complètement silencieuse. J'ai attendu qu'elle me dise de rassembler mes affaires et de quitter son hôpital. Au lieu de cela, la plus légère trace d'un sourire a touché le coin de sa bouche. Elle m'a regardé de haut en bas, prenant en compte mes bottes lourdes, mes cernes foncées et mon uniforme trop grand. Pourquoi une étudiante en médecine de 2e année travaille-t-elle un quart d'ambulance de nuit à temps plein, a-t-elle demandé. Parce que je dois payer mes propres frais, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai pas gémi. Je ne me suis pas plainte de mes parents ou de ma sœur. J'ai simplement énoncé les faits. Je n'ai pas de co-signataire pour les prêts fédéraux, alors j'ai souscrit à des prêts privés à taux d'intérêt élevés pour les frais de scolarité. Le travail en ambulance paie mon loyer et achète mes manuels. Le docteur Dubois m'a fixé pendant un long moment de calcul. Elle a hoché la tête une fois, un mouvement net et décisif. Venez à mon bureau au 7e étage à 15 heures précises, Evans. Ne soyez pas en retard. Puis elle s'est retournée et est sortie de la salle de pause, me laissant là, complètement stupéfaite. J'ai passé mon examen de pharmacologie plus tard ce matin-là et j'ai obtenu 98%.
À 14h58 précise, après m'être changé de mon uniforme d'ambulancier et avoir mis des vêtements professionnels, j'ai frappé à la lourde porte en bois du chef de la chirurgie pédiatrique. Le docteur Dubois m'a dit d'entrer. Elle était assise derrière un grand bureau vitré entouré de prix médicaux et de publications de recherche encadrées. Elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai consulté votre dossier académique ce matin, Clémentine, a-t-elle commencé, croisant les mains sur son bureau. Vous êtes actuellement classée 3e de votre promotion. Vos professeurs disent que vous êtes brillante, mais complètement aliénée de vos pairs parce que vous travaillez toujours. Vos notes cliniques sont impeccables, mais vous vous détériorez physiquement. Je peux voir l'épuisement dans vos yeux. Si vous continuez à travailler les quarts de nuit en ambulance, vous vous épuiserez avant même d'atteindre une résidence chirurgicale. Et ce serait un gaspillage massif de votre talent. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je sais, ai-je murmuré, mais je n'ai pas le choix. Vous en avez un maintenant, a dit le docteur Dubois calmement. J'étais assise là, dans le fauteuil invité en cuir, incapable de traiter l'ampleur de ce qu'elle me donnait. Mes parents, les personnes qui partageaient mon ADN, les personnes qui étaient censées me protéger et subvenir à mes besoins, avaient refusé de signer un simple bout de papier pour m'aider. Ils m'avaient abandonné pour financer la fausse boutique internet de ma sœur. Et voici qu'une parfaite inconnue, une chirurgienne de renommée mondiale, me jetait une bouée de sauvetage massive simplement parce qu'elle reconnaissait mon travail acharné. Le soulagement écrasant m'a submergé comme une vague. J'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas arrêter les larmes. J'ai pleuré pour l'épuisement, pour la peur et pour la gratitude profonde que je ressentais à cet instant précis. Le docteur Dubois m'a tendu une boîte de mouchoirs. Elle ne m'a pas câliné, mais ses yeux étaient incroyablement gentils. Prenez le week-end pour dormir, Clémentine, a-t-elle dit doucement. Je vous attends au laboratoire de recherche lundi matin. Ce jour-là a changé toute la trajectoire de ma vie. J'ai démissionné de mon travail d'ambulancière et j'ai commencé à travailler pour le docteur Dubois. Au cours des 2 années suivantes, elle est devenue bien plus qu'une patronne ou une mentor. Elle est devenue la figure maternelle dont j'avais désespérément rêvé toute ma vie. Elle m'a poussé sans relâche dans le cadre académique, m'apprenant à penser comme une chirurgienne de classe mondiale. Mais elle se souciait aussi sincèrement de mon bien-être. Quand j'oubliais de déjeuner parce que j'étudiais trop, elle laissait tomber avec désinvolture un sandwich sur mon bureau. Quand j'ai excellé à mes rotations chirurgicales, elle m'a emmené dîner au restaurant pour célébrer, écoutant mes rêves et traitant mon ambition comme un cadeau précieux au lieu d'un fardeau ennuyeux. Avec le poids écrasant de la panique financière et de l'épuisement physique enfin levé de mes épaules, ma performance académique a explosé. Je suis passé de la 3e à la 1re place absolue de ma promotion. Je suis devenu l'étudiante en médecine numéro 1 incontestée de ma cohorte. À ma dernière année, j'avais obtenu une résidence en chirurgie pédiatrique très convoitée dans l'un des meilleurs hôpitaux de la côte ouest. J'avais construit un cercle d'amis magnifiques et farouchement protecteurs dans mon programme de médecine. J'avais construit une vie dont j'étais incroyablement fier. J'avais trouvé ma famille choisie. Mais le traumatisme est une chose très compliquée. Malgré tous mes succès massifs, malgré avoir le respect du plus grand chirurgien de l'hôpital, il restait un petit enfant intérieur, profondément brisé, qui voulait désespérément que ses parents biologiques l'aiment. Je voulais que mon père me regarde de la même manière qu'il regardait Théa quand elle gagnait la 3e place à un spectacle de talent du collège. Je voulais que ma mère se vante de moi auprès de ses amis du club de golf. Je pensais que s'il pouvait simplement me voir marcher sur cette scène immense vêtue de la lourde toge de velours d'un docteur en médecine, diplômé en tête de ma promotion, il se réveillerait enfin. Je pensais qu'il réaliserait enfin ce qu'il manquait. La remise des diplômes approchait à la fin mai. En tant que major de promotion de la faculté de médecine, j'ai reçu 4 billets VIP au premier rang pour la cérémonie de la toque dans l'immense stade universitaire. J'ai tenu ces 4 billets brillants dans mes mains pendant des jours, débattant de ce qu'il fallait faire. Mes amis m'ont dit de les donner à des personnes qui me soutenaient réellement. Le docteur Dubois m'a dit de protéger ma paix. Mais l'espoir d'une fille cherchant l'approbation de ses parents est une chose très difficile à tuer. J'ai acheté une belle carte coûteuse. J'ai soigneusement placé les 4 billets VIP à l'intérieur. J'ai écrit une longue lettre sincère à mes parents. Je leur ai parlé de mon affectation en résidence. Je leur ai dit que malgré tout ce qui s'était passé avec les prêts, je voulais toujours qu'ils soient là pour partager le jour le plus important de ma vie. J'ai envoyé le colis à leur maison à Lyon et j'ai attendu.
pendant une semaine entière, je n'ai absolument rien su. Pas d'appel téléphonique, pas de message texte. Je me suis convaincu qu'ils étaient juste en train de régler leurs arrangements de voyage. Je me suis convaincu qu'ils préparaient un dîner surprise pour célébrer mon accomplissement. Puis, exactement 10 jours avant ma cérémonie de remise des diplômes, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle semblait incroyablement excitée, sa voix vibrant pratiquement d'énergie. « Clémentine, a-t-elle gazouillé. Nous avons reçu ta petite invitation par la poste. Écoute, ton père et moi te ramenons à Lyon ce week-end. Nous organisons un grand dîner de famille au club de golf samedi soir et ta présence est absolument obligatoire. » Mon cœur s'est envolé. Mes mains ont commencé à trembler de bonheur. Ils organisaient une fête pour moi. Ils me ramenaient à Lyon pour célébrer mon diplôme de médecine devant toute la famille. Après 26 ans à être le bouc émissaire invisible, j'allais enfin avoir mon moment de gloire. J'ai immédiatement réservé le vol, emballé une belle robe et je suis rentré à Lyon, complètement inconsciente du fait que je marchais droit dans un piège massif et déchirant. Je suis arrivé au club de golf samedi soir, m'attendant à voir des bannières de félicitations ou peut-être un gâteau avec un stéthoscope dessus. Mais lorsque j'ai poussé la porte de la salle à manger privée, il n'y avait aucune mention de ma remise de diplôme. Au lieu de cela, la pièce était décorée de ballons argentés massifs épelant le nombre 10 000. Mes parents rayonnaient. Théa portait une robe de cocktail scintillante, tenait un verre de champagne et savourait les applaudissements de vin de nos parents les plus proches. J'ai pris place à table, un œuf froid se formant dans l'estomac. J'ai vite compris que ce dîner n'avait absolument rien à voir avec ma réussite en chirurgie. Et quand ma mère s'est levée pour faire sa grande annonce, elle a livré l'insulte finale sans remords qui a finalement brisé mon cœur en 1 million de morceaux irréparables. J'ai poussé les lourdes portes en acajou de la salle à manger privée du Country Club de Lyon, m'attendant à trouver une célébration de mon diplôme de médecine. Je portais une nouvelle robe que j'avais achetée spécifiquement pour cette occasion. J'avais passé tout le vol de la Californie à Washington à imaginer comment mes parents présenteraient enfin ma résidence chirurgicale pédiatrique très compétitive à notre famille élargie. J'imaginais mon père passer son bras autour de mon épaule et m'appeler Dr Evans pour la toute première fois. J'imaginais ma mère raconter à ses amis fortunés ma résidence chirurgicale pédiatrique très compétitive. Mais l'univers a une façon très cruelle de corriger vos attentes naïves. Quand j'ai poussé les lourdes portes en acajou de la suite de restauration privée, la première chose que j'ai vue n'était pas une bannière me félicitant. J'ai vu d'énormes ballons argentés scintillant flotter près du plafond. Ils éplaient le nombre 10 000. La salle était remplie d'environ 20 de nos parents et amis les plus proches. Ma mère courait partout, ordonnant au personnel de service de verser plus de champagne coûteux. Mon père tenait la cour près du bar privé, riant bruyamment avec ses partenaires d'affaires. Et assise au centre absolu de la pièce, portant une superbe robe de cocktail de créateur et tenant un anneau lumineux professionnel, se trouvait ma sœur Théa. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, complètement figé. J'ai regardé les ballons. 10 000. Cela n'avait absolument aucun sens. Personne n'avait 10 ans. Personne n'avait 100 ans. J'ai lentement marché dans la pièce et je me suis approché de ma tante Sophie, qui sirotait un martini près de l'entrée. « Que célébrons-nous » ai-je demandé doucement, mon cœur coulant lourdement dans mon estomac. Ma tante Sophie m'a regardé avec un sourire vif et entièrement sincère. « Oh, Clémentine, tu es arrivée » a-t-elle dit joyeusement. Nous célébrons Théa. Elle a finalement atteint 10 000 abonnés sur sa page de médias sociaux de style de vie ce matin. Ta mère a organisé tout ce dîner à la dernière minute pour la surprendre. N'est-ce pas merveilleux comme sa petite boutique internet d'école ? Je me suis senti physiquement malade. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce mes parents. Ils avaient reçu mon faire-part de remise de diplôme par la poste. Ils savaient que j'avais obtenu mon diplôme en tête de ma promotion de médecine. Ils m'avaient ramené à la maison sous prétexte d'un dîner de famille obligatoire. Et ils avaient tout fait pour m'utiliser comme accessoire de fond pour une fête célébrant ma sœur qui avait obtenu 10 000 étrangers pour regarder ses photos sur Internet. Je n'ai pas fait de scène. J'ai marché vers les sièges assignés et j'ai pris ma place à l'extrémité de la longue table à manger. J'y suis resté assise en silence complet pendant que les serveurs servaient du filet mignon coûteux et des truffes importées. J'ai regardé mes proches complimenter Théa, lui demandant ses routines de soins de la peau et ses conseils de photographie esthétique. Pas une seule personne ne m'a parlé de la faculté de médecine. Pas une seule personne n'a mentionné ma remise de diplôme.
Mes parents n'avaient clairement dit à personne pourquoi j'étais en fait rentré. Lorsque les assiettes de dessert ont finalement été débarrassées, ma mère, Viviane, s'est levée au bout de la table. Elle a tapoté une cuillère en argent contre sa flûte à champagne en cristal, exigeant un silence absolu dans la pièce. Elle rayonnait de fierté. Elle a regardé Théa avec un niveau d'adoration que je n'avais jamais connu de toute ma vie. Merci à tous d'être venus si rapidement, a commencé ma mère, sa voix résonnant dans la salle privée. Aujourd'hui est un jour monumental pour la famille Evans. Construire une marque à partir de zéro demande un dévouement incroyable, des nuits tardives et un engagement absolu envers l'excellence. Théa a versé son cœur et son âme dans sa page de style de vie, et aujourd'hui, elle a officiellement atteint 10 000 abonnés. Elle est officiellement une influenceuse. La salle a éclaté en de vifs applaudissements. Théa a rougi et a envoyé des baisers aux proches. J'ai baissé les yeux sur mes mains, mes ongles s'enfonçant si fort dans mes paumes qu'ils laissaient des marques en forme de croissant profonde. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle a levé la main pour calmer la pièce. Parce que nous sommes si incroyablement fiers de son immense réussite, ton père et moi avons décidé qu'un simple dîner ne suffisait pas. Nous voulions faire quelque chose de vraiment inoubliable. Alors, pour célébrer Théa atteignant ce jalon, nous avons officiellement réservé une croisière de luxe de 10 jours, toutes dépenses payées, aux Bahamas pour nous trois. Nous partons ce jeudi. Les applaudissements ont recommencé, mais je ne pouvais pas les entendre. Le sang affluait dans mes oreilles si fort que cela ressemblait à un océan rugissant. J'ai regardé ma mère, incapable de traiter ce qu'elle venait de dire. Jeudi. Il partait jeudi. Ma cérémonie de remise des diplômes, la cérémonie de la TOC, où je recevrai officiellement mon doctorat en médecine devant 10 000 personnes, était vendredi. Je me suis levé de table, ma chaise a raclé bruyamment contre le plancher de bois dur, coupant violemment les applaudissements. Toute la pièce est devenue complètement silencieuse. 20 paires d'yeux se sont tournés pour me regarder. Ma mère a baissé son verre de champagne, une expression de profonde contrariété traversant son visage. Clémentine, m'a-t-elle grondé doucement. Veuillez vous rasseoir. Vous interrompez le toast. La croisière part jeudi, ai-je dit, ma voix tremblant incontrôlablement. J'ai regardé directement mon père. Il me regardait avec une expression complètement vide. Ma remise de diplôme de médecine est vendredi. Vous avez les billets VIP. Je vous les ai envoyés la semaine dernière. Mon père a soupiré lourdement, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Il a regardé autour de la pièce les proches jouant le rôle du parent patient et longtemps souffrant aux prises avec un enfant dramatique. Clémentine, s'il te plaît, ne fais pas de cela une histoire sur toi, a-t-il dit calmement. Nous avons reçu tes petits billets, mais nous avons dû faire un choix. Théa a travaillé incroyablement dur pour sa marque, et elle a désespérément besoin de contenu de plage de haute qualité pour sa page afin de maintenir son élan d'abonnés. La croisière n'était disponible que pour ces dates spécifiques. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Vous manquez ma remise de diplôme de médecine? J'ai demandé, ma voix à peine un murmure. La remise de diplôme pour laquelle j'ai travaillé 4 ans, le diplôme que j'ai payé moi-même en travaillant de nuit en ambulance parce que vous avez refusé de m'aider. Vous la manquez pour que Théa puisse prendre des photos sur une plage. Théa a roulé des yeux de façon dramatique depuis l'autre côté de la table. Oh mon Dieu, Clémentine, arrête d'être une victime, a-t-elle gémi. C'est juste une stupide cérémonie. Tu vas littéralement juste mettre une robe ennuyeuse, monter sur scène et obtenir un morceau de papier. Ce n'est pas grave. Mon père a hoché la tête en entier accord. Ta sœur a raison, a-t-il déclaré froidement. C'est juste une formalité. Tu sais déjà que tu as réussi tes cours. Nous t'emmènerons dîner quand nous reviendrons des Bahamas. Maintenant, s'il te plaît, assieds-toi et arrête de gâcher la soirée spéciale de ta sœur. J'ai regardé les proches assis autour de la table. Ma tante Sophie avait l'air légèrement mal à l'aise, fixant sa serviette. Mon oncle Marc s'éclaircissait la gorge nerveusement, mais personne n'a dit un seul mot pour me défendre. Personne n'a souligné l'insanité stupéfiante de célébrer un jalon internet plutôt qu'un doctorat médical. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon verre de champagne. J'ai simplement fait l'expérience d'un moment de clarté totale et profonde. J'ai finalement compris qu'il n'y avait absolument rien que je puisse jamais faire pour que ces gens m'aiment. Si devenir une chirurgienne de premier plan ne suffisait pas à gagner leur respect, alors rien ne le ferait jamais.
L'espoir qui m'avait poussé à revenir vers eux pendant 26 ans est complètement mort là, dans la salle à manger de ce club de golf. J'ai attrapé mon sac à main au dos de ma chaise. J'espère que vous passerez une merveilleuse croisière, ai-je dit doucement. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger privée, les laissant à leur ballon ridicule et à leur fausse réalité. J'ai pris un taxi directement pour l'aéroport, j'ai changé mon vol et je suis rentré en Californie cette nuit-là même. Je n'ai pas parlé à mes parents le reste de la semaine. J'ai complètement coupé mes émotions et je me suis concentré uniquement sur la préparation de ma remise de diplôme. Avance rapide à exactement une semaine plus tard. C'était un vendredi matin lumineux et beau. J'étais assise au premier rang de l'immense stade sportif universitaire. Je portais ma lourde toge doctorale en velours. Le tissu vert foncé drapé sur mes épaules, signifiant mon diplôme en médecine. Le stade était absolument rempli de 10 000 membres de la famille acclamant. Il y avait des parents tenant d'énormes bouquets de fleurs, des grands-parents pleurant des larmes de joie, et des frères et sœurs tenant des pancartes artisanales colorées. L'air bourdonnait d'un sentiment écrasant de fierté et de célébration. Et juste au milieu de toute cette joie immense et étouffante, j'étais assise entièrement seule. J'ai regardé les 4 sièges VIP directement à ma gauche. Ils étaient complètement vides. Mes parents ne les avaient pas vendus. Ils ne les avaient pas donnés. Ils les avaient simplement laissés vides. Un rappel physique flagrant de mon manque total de valeur à leurs yeux. Alors que le président de l'université prononçait ses remarques d'ouverture, j'ai senti mon téléphone vibrer dans la poche de ma robe sous ma lourde toge. Je l'ai sorti. C'était un SMS de ma mère envoyé via le forfait Internet Premium coûteux de leur bateau de croisière de luxe. J'ai ouvert le message. Il disait « Amuse-toi bien aujourd'hui, Clémentine. Nous buvons des margaritas au bord de la piscine. Le temps ici est absolument parfait. Ne sois pas trop dramatique à propos de notre absence à la cérémonie aujourd'hui. Ce n'est pas comme si tu étais vraiment médecin pour l'instant, de toute façon, puisque tu as encore ton internat. Théa dit, salut. J'ai fixé l'écran lumineux de mon téléphone. J'ai lu les mots encore et encore. Ce n'est pas comme si tu étais vraiment médecin pour l'instant. Il ne pouvait pas simplement m'abandonner. Il devait activement diminuer ma réussite même s'ils étaient à des milliers de kilomètres. Il devait s'assurer que je me sente petite. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai remis dans ma poche et j'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, luttant de toutes mes forces pour empêcher les larmes de couler et de ruiner mon maquillage. Je me suis dit que j'allais avaler tranquillement cette humiliation. Je me suis dit que j'allais simplement monter sur scène, prendre mon diplôme et disparaître dans mon internat sans jamais regarder en arrière. Mais j'avais complètement oublié qui devait prononcer le discours d'ouverture ce matin-là. Les haut-parleurs du stade ont grésillé. Le doyen de la faculté de médecine est monté sur l'estrade et a annoncé notre conférencière principale. Accueillons la chef de la chirurgie pédiatrique, une pionnière absolue dans le domaine médical, et un mentor pour tant de nos étudiants diplômés aujourd'hui, le docteur Caroline Dubois. Le stade a éclaté en de vifs applaudissements. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le docteur Dubois marcher avec confiance sur la grande scène. Elle portait sa propre tenue académique immaculée. Elle tenait un portefeuille en cuir contenant le discours qu'elle préparait depuis des semaines. Un discours sur l'avenir de la médecine, les responsabilités éthiques d'être un médecin et les incroyables avancées technologiques attendant notre génération. Elle a atteint le podium en bois et a ajusté le microphone. Les caméras de stade haute définition ont zoomé sur son visage, diffusant son image sur les gigantesques écrans au-dessus du terrain et aux milliers de personnes regardant la diffusion officielle en ligne. Le docteur Dubois a ouvert son portefeuille en cuir. Elle a regardé ses notes soigneusement tapées, puis elle s'est arrêtée. Elle a levé les yeux du papier. Elle a balayé le premier rang de la classe diplômée jusqu'à ce que ses yeux se fixent entièrement sur moi. Elle a regardé les 4 sièges VIP manifestement vides juste à côté de moi. J'ai vu un éclair de pure fureur non dissimulée traverser son visage. C'était exactement le même regard terrifiant qu'elle adressait aux résidents chirurgicaux arrogants qui commettaient des erreurs critiques dans sa salle d'opération. Le docteur Dubois a lentement fermé son portefeuille en cuir. Elle l'a poussé sur le côté de l'estrade. Elle ne regarda pas ses notes préparées. Elle s'est penchée en avant, agrippant les bords du podium, et a regardé directement la caméra de diffusion principale qui diffusait la cérémonie à des milliers de téléspectateurs en ligne. J'avais un discours préparé pour vous aujourd'hui, a commencé le docteur Dubois,
sa voix profonde, autoritaire et résonnant parfaitement à travers les haut-parleurs du stade. J'allais vous parler de l'avenir de la médecine. J'allais vous parler des responsabilités éthiques de porter la blouse blanche, des avancées technologiques attendant votre génération, et de l'incroyable privilège de sauver des vies humaines. Mais alors que je me tiens ici en regardant cette promotion de diplômés, je me rends compte que prononcer un discours standard et confortable serait rendre un mauvais service à la réalité de ce qu'il faut pour s'asseoir dans ces chaises. Un murmure a parcouru la faculté assise derrière elle sur scène. Le doyen de la faculté de médecine avait l'air légèrement nerveux, se déplaçant sur son siège. Les conférenciers principaux des universités prestigieuses ne s'écartaient généralement pas du scénario, mais le docteur Dubois était intouchable, et elle faisait exactement ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, sa voix tranchant l'air chaud du printemps avec une précision chirurgicale absolue. Je veux vous parler de sacrifice. Nous regardons un étudiant en médecine diplômé et nous voyons le triomphe. Nous voyons les résultats parfaits au test, les rotations cliniques réussies et le prestige du diplôme. Ce que nous ne voyons pas, ce sont les cicatrices invisibles. Nous ne voyons pas le poids écrasant des obstacles que certains de ces esprits brillants ont dû surmonter juste pour survivre. J'ai senti une étrange sensation de picotement au fond de ma nuque. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Je n'avais aucune idée où elle voulait en venir, mais l'intensité dans ses yeux rendait clair qu'elle était incroyablement en colère. Je veux vous raconter l'histoire d'une étudiante spécifique qui obtient son diplôme au premier rang aujourd'hui, a dit le docteur Dubois, son regard balayant l'audience avant de revenir à la caméra. Il y a 4 ans, cette étudiante a été acceptée dans ce programme d'élite uniquement sur son propre mérite indéniable. Elle avait les notes. Elle avait la motivation. Elle avait simplement besoin d'une signature parentale pour obtenir ses prêts d'études supérieures. Pas d'argent, juste une signature. Mais ses parents l'ont regardée dans les yeux et ont refusé. Ils lui ont dit qu'elle était une responsabilité financière. Ils ont refusé de co-signer ses prêts parce qu'ils avaient décidé de prendre 50 000 € de leurs actifs liquides et de les donner à leur plus jeune fille pour lancer une fausse boutique internet de style de vie. Le stade était si silencieux qu'on pouvait entendre les drapeaux claquer dans le vent. Un halètement collectif audible a parcouru les milliers de parents assis dans les gradins. Les gens assis directement derrière moi ont commencé à chuchoter frénétiquement. J'ai senti mon sang se retirer complètement de mon visage. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas croire qu'elle disait cela à voix haute. Parce que sa famille l'a complètement abandonnée financièrement, a poursuivi le docteur Dubois, sa voix s'élevant en puissance et en indignation juste. Cette étudiante brillante a été forcée de souscrire à des prêts prédateurs à taux d'intérêt élevés juste pour payer ses frais de scolarité. Mais cela ne couvrait pas son loyer ou sa nourriture. Alors que beaucoup de ses pairs se reposaient ou socialisaient, cette étudiante travaillait à temps plein les quarts de nuit comme ambulancière urgentiste. Elle travaillait dans une ambulance de 21 h à 5 h du matin, traitant des traumatismes graves en ville. Et puis elle est entrée dans mon laboratoire d'anatomie à 8 h du matin et a obtenu parfaitement à chaque examen. Elle dormait 3 heures par nuit. Elle survivait grâce à la nourriture des distributeurs automatiques. Elle s'est littéralement presque tuée à la tâche parce que les personnes qui étaient censées la protéger ont décidé qu'elle ne valait pas leur signature. Les larmes ont instantanément monté à mes yeux, entendre ma propre lutte angoissante validée et exprimée à voix haute par la femme que je respectais le plus au monde a complètement brisé le barrage que j'avais construit autour de mes émotions. J'ai couvert ma bouche avec ma main tremblante. Mais son intelligence absolue ne pouvait être cachée, a dit le docteur Dubois, sa voix s'adoucissant juste un peu. Je l'ai embauchée comme assistante de recherche. Je l'ai vue devenir l'esprit chirurgical le plus vif et le plus dévoué que j'ai vu en 20 ans de pratique de la médecine. Elle est passée du bas de ses circonstances à devenir l'étudiante la plus performante de toute cette promotion. Elle a gagné chaque pouce de ce diplôme avec son propre sang, sa sueur et ses larmes. Le docteur Dubois a fait une pause. Elle a laissé le poids de l'histoire s'installer sur les 10 000 personnes dans la foule. Le silence était lourd et profond, et puis son expression s'est durcie en glace pure. Elle a regardé droit vers la caméra de diffusion, ses yeux brûlant d'une fureur protectrice féroce. On pourrait penser, a-t-elle dit, sa voix baissant sur un ton dangereusement bas qui parvenait pourtant à la dernière rangée du stade. On pourrait penser qu'une famille ferait des pieds et des mains pour être ici aujourd'hui pour être témoin d'un tel triomphe. On pourrait penser qu'ils m'en diraient le pardon et applaudiraient le plus fort. Mais ils ne sont pas là. Les 4 sièges VIP alloués à ce major de promotion sont complètement vides. Les opérateurs de caméra, sentant l'énorme tension dramatique,
ont commencé à faire pivoter leurs objectifs. J'ai vu la lumière rouge d'enregistrement de la grue massive se balancer directement vers ma section. Voulez-vous savoir pourquoi ces sièges sont vides, a demandé le docteur Dubois à la foule, pointant un doigt directement vers la caméra. Parce que Damien et Viviane Evans de Lyon, Washington, ont décidé que la remise de diplôme de médecine de leur fille n'était pas assez importante pour y assister. Ils lui ont dit que ce n'était qu'une cérémonie ennuyeuse. Au lieu de cela, Damien et Viviane Evans ont choisi d'emmener leur plus jeune fille, Théa, en croisière de luxe dans les Caraïbes pour célébrer le fait qu'elle avait gagné 10 000 abonnés sur une application de médias sociaux. Ils ont choisi de boire des margaritas au bord d'une piscine plutôt que de regarder leur fille aînée devenir médecin. La réaction de la foule a été instantanée et explosive. 10 000 personnes ont laissé échapper un bruit simultané de dégoût et de choc absolu. Des gens secouaient la tête. D'autres parents dans les gradins huaient bruyamment. L'audace pure de la cruauté de ma famille. Le doyen de la faculté de médecine regardait le docteur Dubois la bouche grande ouverte. Personne ne pouvait croire qu'une conférencière principale venait de nommer et de réprimander publiquement la famille toxique d'un étudiant lors d'une diffusion universitaire en direct. Le docteur Dubois a ignoré le chaos. Elle a détourné les yeux de la caméra et a pointé directement vers moi. Les gigantesques écrans au-dessus du terrain de football ont instantanément affiché mon visage. J'étais assise là dans ma toge de velours vert foncé, les larmes coulant librement sur mes joues, complètement exposée au monde. Cette étudiante est assise juste là, a dit le docteur Dubois, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Docteur Clémentine Evans. Toute la promotion des étudiants en médecine s'est immédiatement tournée pour me regarder. Le docteur Dubois s'est agrippé au podium. Docteur Evans, vos parents biologiques ont peut-être choisi un bateau de croisière plutôt que votre cérémonie de la toque. Ils ont peut-être essayé de vous faire vous sentir petite et invisible, mais regardez autour de vous maintenant. J'ai regardé la scène. Le docteur Dubois me souriait. C'était un sourire de pure fierté maternelle féroce. Toute la communauté médicale et votre famille maintenant, a-t-elle déclaré bruyamment par les haut-parleurs. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Le docteur Caroline Dubois a commencé à applaudir. Puis le doyen de la faculté de médecine s'est levé et a commencé à applaudir. En 5 secondes, toute la faculté sur scène était debout. Puis les étudiants diplômés assis autour de moi se sont levés. Et finalement, 10 000 inconnus dans les gradins se sont levés. Le stade a explosé en une ovation debout massive et assourdissante. Le son était comme une vague physique s'écrasant sur moi. C'était une validation rugissante et tonitruante de chaque larme que j'avais versée, de chaque quart de nuit que j'avais travaillé, et de chaque fois que mes parents m'avaient dit que je n'étais pas assez. Les étudiants assis à côté de moi, des gens qui me connaissaient à peine, me tapotaient le dos et criaient mon nom. Je me suis levé. Je tremblais si violemment que je pouvais à peine sentir mes jambes. J'ai regardé le grand écran et j'ai vu mon propre visage, des larmes brillant dans mes yeux, entouré d'une mer de gens applaudissant ma survie. Pendant 28 ans, mes parents avaient essayé de m'effacer. Ils avaient essayé de faire de moi la déception invisible. Mais à cet instant précis, debout devant 10 000 personnes, j'étais la personne la plus visible au monde. J'avais gagné. J'avais complètement et totalement gagné. Mais alors que je vivais le moment de validation le plus beau de toute ma vie, un désastre massif et incontrôlable était tranquillement en gestation à des milliers de kilomètres de là. Parce qu'Internet est un endroit très rapide et très impitoyable. Alors que l'ovation debout commençait enfin à s'estomper, et que la cérémonie se poursuivait, je me suis rassise sur ma chaise et j'ai tendu la main vers la poche de ma toche pour prendre un mouchoir. Ma main a effleuré mon téléphone portable. Il était complètement chaud au toucher. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. Mon cœur a sauté un battement. J'avais 47 appels manqués. J'avais plus de 200 messages textes non lus. Et mon téléphone vibrait actuellement si violemment dans ma main qu'il semblait sur le point d'exploser. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert mes messages. La diffusion en direct de la cérémonie de remise des diplômes n'était pas restée confinée à l'université. Le clip du docteur Dubois interpellant Damien et Viviane Evans de Lyon avait déjà été enregistré et partagé. Il avait atteint les mains de ma famille élargie, des clients d'entreprise de mon père et du cercle de son club de golf exclusif. La retombée virale avait officiellement commencé, et mes parents toxiques étaient entièrement piégés sur un bateau de croisière avec un internet incroyablement lent,
totalement inconscients que leur réputation sociale parfaite était en train d'être réduite en cendres. J'étais assise sur la chaise du stade, le lourd velours vert de ma toche s'étalant autour de mes chevilles, fixant mon téléphone portable. L'écran était complètement submergé. Les notifications arrivaient si vite que le système d'exploitation était en retard. J'avais 47 appels manqués. J'avais plus de 200 messages textes non lus. Les petites bulles de notifications rouges sur mes applications de médias sociaux grimpaient dans les milliers. J'ai déverrouillé l'écran, mes mains tremblant encore après l'énorme ovation debout que je venais de recevoir. J'ai ouvert mes messages, m'attendant à quelques questions confuses. Ce que j'ai trouvé à la place était une explosion nucléaire massive de drame familial. La diffusion en direct de la cérémonie de la toque universitaire n'était pas restée dans les limites de la communauté médicale. Le clip vidéo du docteur Caroline Dubois regardant directement la caméra et interpellant publiquement Damien et Viviane Evans de Lyon avait été instantanément enregistré par un étudiant. Il avait été mis en ligne sur les médias sociaux. Et parce qu'Internet n'aime absolument rien de plus que d'exposer des personnes arrogantes et riches, l'algorithme l'avait récupéré et l'avait poussé directement dans la stratosphère virale. Il était arrivé à Lyon en quelques minutes. Le premier message que j'ai ouvert venait de ma tante Sophie. C'était un énorme bloc de texte envoyé entièrement en majuscules. « Clémentine, s'il te plaît, dis-moi que cette vidéo est une blague » a-t-elle écrit. « S'il te plaît, dis-moi que ta mère n'a pas vraiment abandonné ta remise de diplôme pour une croisière aujourd'hui. » Elle a continué, Viviane a dit à toute la famille la semaine dernière que les remises de diplôme de médecine étaient strictement réservées aux étudiants et au corps professoral. Raison de la capacité du stade. Elle nous a dit que tu leur avais spécifiquement demandé de ne pas venir parce que ce n'était qu'une formalité administrative ennuyeuse. Elle nous a juré que tu avais donné tes 2 billets VIP à tes professeurs. Ont-ils vraiment refusé de co-signer tes prêts étudiants pour que Théa puisse lancer cette stupide boutique internet? Nous regardons tous le direct en ce moment. Toute la famille est complètement horrifiée. Appelle-moi immédiatement. J'ai fixé le message. L'audace pure des mensonges de mes parents m'a finalement submergé. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient activement mené une campagne de relations publiques très calculée à Lyon pour s'assurer que personne ne saurait ce qu'ils avaient fait. Ils s'étaient dépeints comme des parents solidaires et compréhensifs qui respectaient simplement mes souhaits, tout en se faufilant vers un bateau de croisière de luxe. J'ai reculé du message de ma tante Sophie et j'ai ouvert le grand groupe de discussion de la famille élargie. C'était un bain de sang absolu. Mes tantes, oncles et cousins déchiraient mes parents. Mon oncle Robert avait envoyé un lien vers la vidéo virale avec un message qui disait « Je n'arrive pas à croire que je suis lié à des personnes qui traiteraient leur propre fille de cette façon. 50 000 € pour une fausse marque de style de vie, mais vous laissez Clémentine travailler de nuit en ambulance. Damien et Viviane, vous devriez avoir absolument honte de vous. » Mes cousins se joignaient à la conversation, qualifiant Théa de gâtée et d'enfant gâté. Des gens qui avaient souri à la fête des ballons des 10 000 abonnés de Théa il y a une semaine, exigeaient maintenant publiquement que mes parents répondent de leur cruauté. Mais la retombée n'était pas seulement contenue dans notre cercle de commérages familiaux. Mon père était un consultant d'entreprise de haut niveau. Toute sa carrière reposait sur l'image immaculée et digne de confiance de l'homme de famille. Il consultait pour de grandes sociétés financières, les conseillant sur l'éthique des entreprises et les relations publiques. J'ai ouvert une application de réseautage professionnel sur mon téléphone. La vidéo du docteur Dubois avait déjà été publiée là par plusieurs professionnels médicaux de premier plan discutant des barrières financières dans l'éducation médicale. L'un des plus grands clients d'entreprise de mon père avait commenté la vidéo. Le commentaire disait simplement « Est-ce le même Damien Evans qui dirige le cabinet de conseil de Lyon? Si oui, mon entreprise examinera nos contrats actuels. L'intégrité compte d'abord à la maison. » Toute la réputation professionnelle de mon père, le royaume qu'il avait passé 30 ans à construire sans pitié, était en train de brûler devant le monde entier. Et la plus grande ironie de tout était qu'ils étaient entièrement piégés sur un bateau massif au milieu de l'océan. 1 heure a passé. La cérémonie de remise des diplômes s'est officiellement terminée. Le stade a commencé à se vider alors que des milliers de familles heureuses se précipitaient sur le terrain pour prendre des photos et célébrer. J'étais debout près du bord de la Seine, tenant ma lourde pochette de diplôme en cuir, lorsque mon téléphone a soudainement vibré avec une sonnerie complètement différente. Le bateau de croisière avait dû finalement accoster dans un port aux Bahamas où ils avaient finalement acheté le forfait Internet satellite au débit premium parce qu'un barrage de messages de ma mère a soudainement inondé mon écran.
J'ai ouvert le fil de discussion par SMS. Il n'y avait pas d'excuses. Il n'y avait aucun remords. Il n'y avait que la rage paniquée et aveugle d'une femme qui venait de réaliser que son masque parfait avait été complètement arraché. Clémentine Evans, qu'est-ce que tu as fait? A envoyé ma mère, les messages arrivant l'un après l'autre en succession rapide. Le téléphone de ton père explose. Ses partenaires commerciaux menacent de laisser tomber son cabinet de conseil. Ma tante Sophie m'appelle un monstre dans le groupe de discussion familiale. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça lors d'une diffusion en direct public? Tu ruines le nom de notre famille. Tu dois réparer ça tout de suite. Tu dois publier des excuses publiques sur tes comptes de médias sociaux immédiatement. Dis à tout le monde que le docteur Dubois mentait complètement. Dis-leur que les 50 000 € étaient un prêt que Théa rembourse. Dis-leur que tu nous as dit de ne pas venir à la remise des diplômes. Répare ça, Clémentine, ou ton père va te couper de cette famille pour toujours. Je me tenais là sous le soleil chaud de Californie, lisant les mots frénétiques et désespérés d'une femme qui se souciait plus de son statut de club de golf que de la survie de sa propre fille. Il y a 10 ans, un tel message m'aurait envoyé dans une panique complète. J'aurais immédiatement rédigé des excuses. J'aurais accepté le blâme juste pour rétablir la paix. Mais je n'étais plus la fille effrayée et invisible de 16 ans mangeant du poulet froid dans la cuisine. J'avais survécu au quart de nuit en ambulance. J'avais survécu aux rotations chirurgicales brutales. J'avais gagné le respect des plus grands esprits médicaux du pays. J'ai fouillé dans le sac de vêtements que j'avais apporté au stade. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la blouse de médecin blanche, nette et parfaite. J'ai glissé mes bras dans les manches. Le tissu était lourd et impeccable. J'ai regardé la poche de poitrine. Cousu dans le tissu en broderie bleu marine foncée et élégante se trouvaient les mots « Docteur Clémentine Evans, MD, département de chirurgie pédiatrique ». J'ai regardé le message de ma mère exigeant des excuses. Je ne me sentais pas en colère. Je n'avais pas le besoin de discuter avec elle. Je ressentais juste une pitié profonde et accablante pour eux. Ils étaient si piégés dans leur fausse réalité superficielle qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. Je n'ai pas tapé un seul mot en réponse. J'ai simplement appuyé sur la petite icône d'information dans le coin supérieur droit de son profil de contact. J'ai fait défiler jusqu'au bas de l'écran. J'ai appuyé sur le bouton qui disait « Bloquer cet appelant ». Je suis allé au profil de contact de mon père. J'ai appuyé sur « Bloquer ». Je suis allé au profil de contact de Théa. J'ai appuyé sur « Bloquer ». Je suis allé dans mes comptes email, mes profils de médias sociaux et mes pages de réseautage professionnel, et j'ai bloqué définitivement toutes les voies numériques qu'ils pourraient éventuellement utiliser pour me joindre. J'ai coupé le cordon complètement, proprement et sans la moindre hésitation. J'ai remis mon téléphone dans la poche de ma blouse blanche. J'ai pris une profonde inspiration de l'air printanier. Pour la première fois en 28 ans, ma poitrine n'était pas serrée. Le poids étouffant des attentes de ma famille et de leur amour conditionnel avait entièrement disparu. J'ai quitté cet immense stade seul, mais je ne m'étais jamais sentie plus puissante de toute ma vie. Je les ai laissés se noyer dans le cauchemar de relations publiques qu'ils avaient construit de leurs propres mains. Cet après-midi a marqué le début de mon ascension silencieuse. J'ai complètement laissé mon passé derrière moi. J'ai légalement changé mon nom de famille pour le nom de jeune fille de ma grand-mère, pour complètement rompre toute association professionnelle avec le cabinet de conseil disgracié de mon père. J'ai déménagé hors de l'État pour commencer mon internat chirurgical incroyablement exigeant dans l'un des principaux hôpitaux pour enfants du pays. Je me suis entièrement consacré à ma carrière. Je me suis spécialisé en chirurgie cardio-thoracique pédiatrique, ce qui est largement considéré comme l'un des domaines médicaux les plus complexes, à enjeux élevés et impitoyables au monde. Je passais mes journées à opérer des nourrissons atteints de malformations cardiaques graves, tenant leur petit cœur fragile dans mes mains, et leur donnant littéralement une seconde chance de vivre. Au cours des 5 années suivantes, j'ai bâti une réputation professionnelle absolument intouchable. Je suis devenue la chirurgienne titulaire la plus jeune de l'histoire de mon département hospitalier. J'ai publié des recherches cliniques révolutionnaires sur les réparations de valves congénitales. J'ai acheté une belle maison moderne surplombant l'océan. J'ai construit un cercle d'amis farouchement loyaux et aimants qui sont devenus ma véritable famille choisie. J'ai atteint une indépendance financière, émotionnelle et professionnelle complète. Au cours de ces 5 années de succès massif,
j'ai maintenu un contact strict et absolu avec ma famille biologique. Je n'ai jamais débloqué leur numéro. Je n'ai jamais consulté leurs pages de médias sociaux. Je les ai simplement laissés s'estomper dans un souvenir lointain et désagréable. J'entendais parfois des rumeurs par l'intermédiaire d'un cousin qui s'était également éloigné de la famille. La vidéo virale de remise des diplômes avait causé des dommages permanents à la carrière de mon père. Plusieurs grands clients d'entreprise avaient abandonné son cabinet de conseil, invoquant un manque d'alignement éthique, le forçant à réduire considérablement la taille de son entreprise et de leur style de vie luxueux. Quant à Théa, sa grande carrière d'influenceuse s'était complètement effondrée. Internet s'était rapidement lassé de ses publications esthétiques superficielles, et sa boutique de bien-être avait fait faillite en un an, drainant entièrement les 50 000 € que mes parents avaient volés à mon avenir. Elle avait fini par épouser un homme aussi arrogant et paresseux qu'elle, un type qui ne pouvait pas garder un emploi stable. Il vivait actuellement dans la chambre d'amis de mes parents, dépendant entièrement des économies décroissantes de mon père pour survivre. Ils étaient un désastre complet, entièrement piégés dans une toile de leur propre droit et de ruine financière. Et j'étais complètement libre d'eux. Mais l'univers a un sens de l'humour incroyablement ironique. Juste au moment où vous pensez avoir entièrement fermé un chapitre, l'univers vous obligera parfois à rouvrir le livre juste pour tester vos limites. 5 ans après cette cérémonie de remise de diplôme explosive, Théa a donné naissance à une petite fille. Et peu de temps après sa naissance, les médecins ont découvert que ma nouvelle nièce avait une malformation cardiaque congénitale grave et incroyablement rare. C'était une condition si complexe et si dangereuse que les chirurgiens locaux de Lyon ont refusé d'opérer. Ils ont dit à ma famille terrifiée qu'il n'y avait qu'une seule équipe chirurgicale sur toute la côte ouest qualifiée pour réparer une malformation de cette ampleur. Ils ont organisé un transport médical d'urgence. Mes parents et Théa ont pris un avion complètement paniqué, désespérés et se précipitant vers le meilleur centre de cardiologie pédiatrique de la région. Ils volaient directement vers mon hôpital. Et parce que j'opérais désormais exclusivement sous mon nom légalement changé, Dr Clémentinet, ils n'avaient absolument aucune idée que la spécialiste brillante et très recherchée sur laquelle ils comptaient désespérément pour sauver la vie de leur bébé était exactement la même fille qu'ils avaient abandonnée pour une croisière de luxe. Il y a 5 ans. L'aile de chirurgie cardio-thoracique pédiatrique d'un grand hôpital est un monde complètement différent du reste du bâtiment. C'est un environnement construit entièrement sur une précision absolue, des enjeux élevés et un silence assourdissant. Lorsque vous traitez avec les cœurs fragiles et défaillants des nourrissons, il n'y a absolument aucune place pour l'ego ou l'hésitation. À ma 5e année en tant que chirurgienne titulaire, j'avais complètement maîtrisé cet environnement. J'opérais sous mon nom légalement changé, Dr Clémentinet. Pour mes collègues et mes patients, j'étais une spécialiste brillante et farouchement dévouée qui réalisait des miracles quotidiennement. Ils ne savaient absolument rien de la fille terrifiée et invisible de Lyon. J'avais construit une forteresse impénétrable autour de ma nouvelle vie, et je croyais honnêtement que les lourdes portes en acier de mon passé étaient définitivement verrouillées pour toujours. Mais les familles toxiques sont comme un virus profondément dormant. Juste au moment où vous pensez que votre système est complètement débarrassé d'elles, elles trouvent un moyen de refaire surface violemment. C'était un mardi matin froid et pluvieux de fin novembre. J'étais assise dans mon bureau privé en train d'examiner des scans post-opératoires lorsque mon téléphone de bureau a sonné. C'était le coordinateur en chef des admissions pour l'unité de transport néonatal d'urgence. Elle m'a dit qu'un vol de vie critique était en cours d'arrivée depuis un hôpital régional de Lyon. Un nouveau-né de sexe féminin avait été délivré il y a seulement 48 heures et avait été immédiatement diagnostiqué avec une malformation cardiaque congénitale grave et extrêmement rare connue sous le nom de transposition des gros vaisseaux. Essentiellement, les 2 artères principales quittant le cœur du bébé étaient complètement inversées, pompant du sang non oxygéné dans tout son minuscule corps. C'était une condition fatale sans intervention chirurgicale immédiate et hautement spécialisée. Les équipes chirurgicales locales dans l'État de Washington avaient jeté un coup d'œil à l'échocardiogramme et avaient refusé d'opérer. La malformation était beaucoup trop complexe et le nourrisson se détériorait rapidement. Ils ont dit à la famille terrifiée qu'il n'y avait qu'un seul centre de cardiologie pédiatrique sur toute la côte ouest avec les statistiques de survie et l'expertise chirurgicale spécifique requise pour effectuer l'opération de changement artériel. Ils ont organisé un vol médical d'urgence immédiat vers notre hôpital en Californie. La coordinatrice des admissions m'a dit que le bébé était à 10 minutes et que la famille avait pris un vol commercial et attendait actuellement dans la salle de consultation chirurgicale du 3e étage.
Je lui ai demandé d'envoyer le dossier médical numérique sur ma tablette afin que je puisse examiner les structures anatomiques spécifiques avant que le bébé n'arrive dans la salle d'opération. 2 minutes plus tard, ma tablette a sonné. J'ai ouvert le dossier médical sécurisé. J'ai contourné les notes cliniques et j'ai regardé directement les informations démographiques du patient en haut de l'écran. Nom du patient, bébé Evans. Mère, Thea Evans. Prochains parents accompagnants, Damien Evans et Viviane Evans. J'ai arrêté de respirer. L'air dans mon bureau privé est soudain devenu incroyablement lourd. J'ai fixé l'écran lumineux de ma tablette, mes yeux suivant ces noms encore et encore, attendant que les lettres se réarrangent magiquement en quelque chose d'autre. Mais elles n'ont pas changé. C'était eux. Ma sœur Théa avait donné naissance à un bébé avec un cœur défaillant. Et les médecins de Lyon l'avaient aveuglément envoyé directement entre les mains du chirurgien le plus qualifié de la région, Dr Clémentinet. Parce que j'avais complètement coupé tout contact il y a 5 ans et légalement changé mon nom de famille, mes parents n'avaient absolument aucune idée que la sauveuse brillante sur laquelle ils comptaient désespérément pour sauver la vie de leur bébé était exactement la même fille qu'il avait. Abandonnée pour une croisière de luxe. J'ai posé ma tablette face contre terre sur mon bureau. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Ma formation chirurgicale a complètement neutralisé mon choc émotionnel. Je me suis approché de l'écran de mon ordinateur et j'ai ouvert le flux de caméras de sécurité en direct pour la zone d'attente chirurgicale du 3e étage. J'avais besoin de voir dans quoi je marchais. La vidéo haute définition est apparue sur mon écran, et là ils étaient. 5 ans avaient passé, mais ils n'avaient pas changé d'un seul bit. Leur droit arrogant était pratiquement vibrant à travers l'objectif de la caméra. Mon père, Damien, faisait les 100 pas furieusement dans la salle d'attente. Il portait un pull coûteux de marque, tenait son téléphone à son oreille et pointait agressivement son doigt vers le pauvre infirmier de triage derrière le bureau. Même sans audio, je pouvais dire exactement ce qu'il faisait. Il laissait tomber des noms. Il exigeait un traitement VIP. Il traitait l'environnement incroyablement stressant d'une salle d'attente de soins intensifs néonatales comme le hall d'un hôtel qui avait perdu sa réservation. Ma mère, Viviane, était assise sur un canapé en vinyle, serrant son coûteux sac à main en cuir. Elle éponguait ses yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la riche grand-mère dévastée tout en lançant des regards noirs aux autres familles terrifiées dans la pièce comme si elle prenait son espace respiratoire personnel. Et assise complètement affalée dans une chaise d'angle se trouvait Théa. Elle avait l'air complètement impuissante, fixant le vide sur le mur. L'influenceuse internet qui avait construit une énorme fausse réalité de bien-être esthétique parfait faisait maintenant face à une véritable crise médicale horrifiante. Et elle n'avait absolument aucune idée de comment la gérer. Ils attendaient tous un chirurgien plus âgé, distingué, probablement masculin, pour franchir ses portes, serrer la main de mon père et leur assurer que leur argent et leur statut garantiraient la survie de leur bébé. Ils s'attendaient à ce que le monde se plie à leur volonté, comme il l'avait toujours fait. Ils s'attendaient à un sauveur. J'ai regardé la famille terrifiée sur le moniteur de sécurité. Il y a 5 ans, la pensée de les affronter m'aurait envoyé en spirale d'anxiété. J'aurais ressenti l'envie écrasante de me faire petite, de m'excuser d'exister, de supplier pour leur approbation. Mais alors que je regardais mon père crier contre l'infirmière de triage, je n'ai ressenti qu'une froide résolution clinique. Il n'avait absolument aucun pouvoir ici. C'était mon hôpital. C'était mon aile chirurgicale. Et plus important encore, il y avait un bébé nouveau-né innocent volant actuellement dans le ciel qui avait désespérément besoin de mes mains pour survivre. Je me suis levé de mon bureau. Je me suis approché du crochet à manteau à l'arrière de ma porte et j'ai pris ma blouse blanche immaculée. J'ai glissé mes bras dans les manches, sentant le poids familier et réconfortant du tissu contre mes épaules. J'ai regardé la broderie bleu marine foncée sur la poitrine. Docteur Clémentinet, chef de chirurgie cardio-thoracique pédiatrique. J'ai pris le dossier médical du bébé, j'ai ouvert la porte de mon bureau et j'ai commencé la longue marche le long du couloir d'hôpital aux lumières vives vers la salle de consultation du 3e étage. Chaque pas que je faisais résonner contre le sol en lin poli, un compte à rebours régulier et rythmique jusqu'à la plus grande confrontation de toute ma vie. J'ai dépassé le poste des infirmières et le personnel s'est automatiquement écarté pour moi, offrant des hochements de tête respectueux. Bonjour, docteur, a murmuré un des résidents chirurgicaux en passant. Je n'ai fait que hocher la tête en retour, mon visage figé dans une expression de professionnalisme absolu et inflexible.
J'ai atteint les lourdes portes en verre dépoli de la suite de consultations chirurgicales privées. À travers le verre translucide, je pouvais voir les contours flous de mes parents et de ma sœur assis autour de la petite table de conférence. Je pouvais entendre la voix étouffée de mon père se plaindre du manque de café premium dans la zone d'attente. J'ai posé ma main à plat contre la barre de poussée froide en métal de la porte. J'ai pris une dernière profonde inspiration, compartimentant parfaitement 28 ans de traumatisme infantile dans une boîte verrouillée au fond de mon esprit. Puis j'ai ouvert en grand les lourdes portes en verre et je suis entré dans la pièce. Les charnières étaient complètement silencieuses, mais mon entrée a commandé une attention immédiate. Mon père, ma mère et Théa ont tous tourné la tête vers la porte, les yeux écarquillés d'attente désespérée. Ils ont regardé ma blouse blanche en premier, puis ils ont regardé le dossier médical dans mes mains, et finalement leurs yeux se sont levés vers mon visage. Je veux décrire exactement ce qui se passe lorsque le cerveau humain est confronté à une réalité visuelle qui brise complètement sa vision établie du monde. Cela ne se produit pas instantanément. Il y a un délai de 2 secondes où le cerveau tente désespérément de rejeter l'information qu'il reçoit. Ma mère Viviane a arrêté de respirer. Ses mains parfaitement manucurées se sont figées en l'air. Toute la couleur a instantanément disparu de son visage, la laissant paraître complètement grise et vide sous les dures lumières fluorescentes de l'hôpital. Elle a laissé échapper un halètement étranglé aigu, se serrant la poitrine comme si elle venait d'être frappée physiquement. Mon père, Damien, a littéralement fait un pas en arrière, la mâchoire tombée, dépouillant entièrement son arrogance de consultant d'entreprise. Ses yeux ont balayé sauvagement la petite pièce comme s'il cherchait des caméras cachées. Il a regardé mon visage, puis le nom brodé sur son manteau, puis à nouveau mon visage, son cerveau complètement court-circuité. Théa est restée assise sur sa chaise, ses mains couvrant sa bouche. Clémentine, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant si violemment qu'elle a à peine émis un son. Tu es le chirurgien en chef. Je n'ai pas offert un sourire chaleureux. Je ne me suis pas avancé pour les embrasser. Je suis restée parfaitement droite, ma posture rayonnant l'autorité absolue d'une femme qui contrôlait la pièce. Je suis le docteur et, ai-je dit, ma voix lisse, froide et entièrement professionnelle. Je suis le chirurgien cardiothoracique pédiatrique titulaire, et j'ai examiné l'échocardiogramme de votre fille. Le son de ma voix, calme et faisant autorité, a semblé les faire violemment sortir de leur choc initial. Mais au lieu de ressentir de la honte ou des remords pour la façon horrible dont ils m'avaient traité il y a 5 ans, le narcissisme profondément ancré de ma mère s'est instantanément manifesté. Elle a vu ma blouse blanche. Elle a vu mon autorité. Et elle a immédiatement essayé de tirer parti de notre lien biologique pour obtenir le traitement VIP auquel il pensait avoir droit. Elle a sauté du canapé en vinyle, des larmes coulant sur son visage, et a complètement changé son récit en une fraction de seconde. Elle a écarté les bras, essayant de se précipiter dans la pièce pour me tirer dans un câlin théâtral profondément émotionnel. Oh, Clémentine, Dieu merci, a-t-elle sangloté bruyamment, sa voix résonnant dans la petite pièce. Dieu merci, c'est toi. C'est la famille. Tu vas sauver ta petite nièce. Nous sommes tellement désolés pour le passé. Vraiment. Nous avons toujours su que tu serais un médecin brillant. Tu dois nous aider, Clémentine. Tu dois donner à Théa les meilleurs soins possibles. Nous avons besoin d'une salle de récupération privée, et ton père veut être informé toutes les heures pendant la chirurgie. Elle était à moins d'1 mètre de moi, ses bras tendus pour réclamer la même fille qu'elle avait autrefois qualifiée de responsabilité financière et de déception ennuyeuse. Elle essayait d'effacer des décennies d'abus par une seule étreinte manipulatrice simplement parce qu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement levé ma main droite, ma paume à plat devant moi comme un mur de briques solides, l'arrêtant net. Ma mère a tressailli physiquement, interrompant son approche dramatique. Elle a regardé ma main levée, complètement stupéfaite que je refuse de jouer le rôle de la fille obéissante et pardonnante. Mon père a gonflé la poitrine, sa colère s'enflammant instantanément pour protéger sa femme. Clémentine, baisse ta main, a-t-il lancé, sa voix redevenant le ton arrogant qu'il utilisait pour me discipliner quand j'étais adolescente. J'ai baissé ma main. J'ai regardé les 3 debout dans mon hôpital exigeant un traitement spécial, exigeant le pardon, et exigeant que j'oublie instantanément la douleur angoissante qu'ils m'avaient causée simplement parce que c'était pratique pour eux. Le piège était parfaitement tendu, et il était enfin temps de délivrer l'échec et mat absolu et dévastateur. J'ai gardé ma main droite levée à plat en l'air entre nous.
Le silence dans la petite salle de consultation était si absolu qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement mécanique du système de ventilation de l'hôpital. Ma mère, Viviane, fixait ma main comme si c'était une arme physique. Pendant toute ma vie, elle avait utilisé l'affection physique et la chaleur émotionnelle comme une monnaie très conditionnelle. Elle ne la dispensait que lorsque j'avais fait quelque chose pour augmenter son statut social de quartier, et elle la retirait violemment dès que je devenais un inconvénient pour son esthétique parfaite. Elle croyait honnêtement qu'elle pouvait simplement rallumer le robinet de l'amour maternel et laver 28 ans de négligence délibérée par une seule étreinte théâtrale. « Baisse tes bras », ai-je dit doucement. La température dans ma voix a fait chuter la pièce de 10 degrés. Nous ne faisons pas ça aujourd'hui. Nous n'allons pas prétendre que les 5 dernières années ne se sont pas produites juste parce que tu es soudainement terrifiée et assise à l'intérieur de mon hôpital. Mon père, Damien, a instantanément senti son autorité absolue lui échapper. Il s'est avancé directement devant ma mère, gonflant la poitrine, essayant de m'intimider physiquement, exactement comme il le faisait quand j'étais adolescente, mendiant pour les frais de scolarité. Son visage est devenu rouge de colère. C'était un homme qui était entièrement habitué à acheter sa sortie de toute conséquence. Il était habitué à intimider les serveurs, à harceler les cadres subalternes et à contrôler ses filles par la menace constante de ruine financière. Mais debout dans mon aile chirurgicale, dépouillé de son chéquier et de son levier d'entreprise, il était complètement impuissant. « Clémentine » a-t-il aboyé, sa voix vibrant d'une rage toxique familière. « Baisse ta main tout de suite et montre un peu de respect à ta mère. Nous avons volé à travers le pays parce que ta nièce nouveau-née est en train de mourir. Nous sommes ta famille. Tu vas nous traiter comme des VIP. Tu vas nous trouver une suite d'attente privée et tu vas réparer ce bébé immédiatement. Tu me comprends ? » J'ai regardé l'homme qui avait ri de mes rêves et avait froidement refusé de co-signer mes prêts de faculté de médecine. Il essayait de commander un chirurgien en chef dans son propre département de chirurgie thoracique. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai simplement regardé avec le même détachement clinique froid que je réservais habituellement à l'examen d'un organe malade. « Je vais sauver ce bébé », ai-je déclaré, ma voix résonnant fermement contre les murs en verre dépoli. Je vais la sauver parce que j'ai prêté un serment médical sacré de préserver la vie humaine et c'est un enfant innocent qui a désespérément besoin d'un chirurgien hautement qualifié. Mais soyons parfaitement clairs ici et maintenant. Je fais cela en tant que professionnel médical. Je ne le fais pas en tant que votre fille et je ne le fais certainement pas en tant que votre famille. Théa a laissé échapper un sanglot haletant de sa chaise en vinyle. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts de terreur absolue, réalisant enfin que la sœur calme et invisible qu'elle avait moquée et rabaissée toute sa vie détenait maintenant littéralement le cœur battant de son bébé nouveau-né entre ses mains. L'influenceuse internet enfant d'or n'avait aucun pouvoir ici. J'ai regardé directement Théa, puis retourné vers mes parents furieux. Voici les règles, ai-je dit, en les énumérant sur mes doigts. Vous n'aurez pas de suite VIP privée. Vous vous assiérez plus loin dans la salle d'attente chirurgicale commune standard, comme toutes les autres familles terrifiées de cet hôpital. Vous ne recevrez pas de mise à jour personnalisée horaire de ma part. Vous recevrez les mises à jour standards du personnel infirmier chirurgical. Et une fois que cette opération sera terminée et que le bébé sera médicalement stabilisé, vous serez complètement banni de ma pratique clinique privée. Vous consulterez l'un de mes collègues juniors. Vous avez perdu le privilège de mon temps personnel il y a 5 ans. Mon père vibrait pratiquement d'indignation. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il crié, faisant un autre pas menaçant en avant. Tu ne peux pas nous traiter comme des étrangers. Tu es notre fille. Tu es médecin. Tu as une obligation éthique envers nous. Je l'ai regardé. J'ai laissé un sourire lent et glacé se répandre sur mon visage. J'ai pensé au message exact que ma mère m'avait envoyé depuis le pont ensoleillé de ce bateau de croisière de luxe alors que j'étais assise complètement seule dans un stade de 10 000 personnes. Le piège était parfaitement tendu, et j'ai délivré l'échec et mat absolu et dévastateur. Pourquoi t'inquiètes-tu de la façon dont je te traite ? J'ai demandé, penchant légèrement la tête. Après tout, ce n'est pas comme si j'étais vraiment médecin pour l'instant, de toute façon. J'ai encore mon internat à finir, n'est-ce pas ? Les mots les ont frappés comme un train de marchandises physiques. Ma mère a halté, couvrant sa bouche avec ses 2 mains alors que le souvenir de son propre message cruel s'écrasait violemment sur elle. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée, mais absolument aucun son n'en est sorti. Il était complètement paralysé par sa propre cruauté recyclée.
Ils n'avaient absolument plus rien à dire. Leur propre arrogance avait complètement détruit leur levier. J'ai tourné mon dos sur eux. J'ai poussé les lourdes portes en verre de la salle de consultation et je suis sorti dans le couloir vivement éclairé. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'ils pleuraient. Je suis allé directement à la salle de lavage chirurgical. Je me suis tenu devant l'évier en acier inoxydable, laissant l'eau chaude et savonneuse et le savon antibactérien dur laver les ombres persistantes de mon enfance. Quand je suis entré dans la salle d'opération 4, les lumières chirurgicales vives brillaient sur la poitrine minuscule et fragile de ma nièce nouveau-née. J'ai bloqué son nom de famille. J'ai bloqué le visage de sa mère. La salle d'opération était glaciale, exactement comme je le préfère. Le bip rythmique et régulier des moniteurs cardiaques était le seul son dans la pièce. Pendant les 8 heures suivantes, j'ai réalisé l'une des opérations de changement artériel les plus épuisantes et les plus précises microscopiquement de toute ma carrière. J'ai détaché la minuscule aorte et l'artère pulmonaire, les transposant à leurs positions anatomiques correctes et relocalisant soigneusement les artères coronaires microscopiques. C'était une symphonie sans faute de science médicale. Et quand je me suis finalement reculé de la table de... Mes parents ont préféré une croisière avec ma sœur à ma remise de diplôme de médecine. Ma mère m'a texté, ce n'est pas comme si tu étais déjà docteur. Devant 10 000 personnes, l'oratrice a raconté mon histoire. Mon téléphone a explosé d'appels. Mon nom est Clémentine. J'ai 28 ans. Le jour même où j'ai obtenu mon diplôme de l'une des écoles de médecine les plus prestigieuses du pays, j'étais assise dans un stade immense, entourée de 10 000 parents acclamants, tenant un SMS de ma mère qui a glacé mon sang. J'ai regardé l'océan massif de familles fières tenant des bouquets de fleurs et affichant des pancartes colorées, et j'ai localisé mes 4 sièges VIP attitrés au premier rang. Ils étaient complètement vides. Mes parents, Damien et Viviane, avaient décidé de manquer ma cérémonie de remise de TOC. Ils ne l'ont pas manqué à cause d'une urgence médicale ou d'un vol annulé. Ils ont délibérément manqué ma remise de diplôme de médecine pour emmener ma petite sœur, Théa, faire une croisière de luxe dans les Caraïbes afin de célébrer ses 10 000 abonnés sur sa page de médias sociaux de style de vie. Alors que j'étais assise là, suffoquant dans ma lourde toge de velours, essuyant les larmes d'humiliation absolue, et écoutant les acclamations assourdissantes d'étrangers, mon téléphone a vibré avec un message envoyé depuis l'internet premium du bateau de croisière. Il disait: « Amuse-toi bien aujourd'hui, Clémentine. Nous buvons des margaritas au bord de la piscine. Ne sois pas trop dramatique à propos de notre absence à la cérémonie. Ce n'est pas comme si tu étais vraiment médecin pour l'instant, de toute façon, puisque tu as encore ton internat. » J'ai cru que j'allais avaler tranquillement cette insulte, tout comme j'avais avalé toutes les autres insultes au cours des 28 dernières années. J'ai cru que ma famille allait encore une fois réussir à effacer mon existence. Mais ensuite, la conférencière principale est montée sur l'estrade. Elle s'appelait Dr. Caroline Dubois, une chirurgienne pédiatrique de renommée mondiale et une femme qui ne tolérait absolument pas les imbéciles. Elle a regardé les 10 000 personnes dans la foule du stade. Elle a regardé directement les caméras diffusant le direct officiel à des milliers d'autres en ligne. Elle a lentement plié son discours préparé, s'est penchée vers le microphone, et a fait quelque chose qui a fait imploser violemment et publiquement toute la fausse réalité de ma famille. Elle les a interpellés par leur nom complet lors d'une diffusion en direct. En 30 secondes, mon téléphone a commencé à exploser avec des appels paniqués de la famille. Avant de vous dire exactement ce que le docteur Dubois a dit à cette foule immense et comment cela a détruit de façon permanente la position sociale de mes parents, veuillez prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Mais seulement si vous aimez sincèrement les histoires de familles toxiques qui reçoivent exactement le karma public qu'elles méritent. De plus, laissez un commentaire maintenant et dites-moi d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans la banlieue aisée de Lyon pour vous montrer exactement comment ce cauchemar a commencé. En grandissant dans une banlieue riche et très soignée de Lyon, ma famille fonctionnait selon un système de points très strict et entièrement tacite. Mon père, Damien, était un consultant d'entreprise de haut niveau qui considérait notre famille exactement comme un portefeuille d'actions. Il n'investissait du temps et de l'affection que dans les actifs qui rapportaient le plus publiquement. Ma mère, Viviane, était une femme entièrement consumée par la politique brutale de notre association de quartier locale et de son club de golf exclusif. Pour eux, l'apparence était la seule monnaie qui comptait réellement. Et trônant confortablement au sommet de leur système de valeurs tordues se trouvait ma petite sœur, Théa. Théa était exactement le genre de fille que mes parents voulaient montrer.
Elle avait des cheveux blonds parfaits, un charisme de pom-pom girl bruyant et pétillant, et une soif d'attention sans fin. Elle n'était pas particulièrement intelligente et manquait de véritable éthique